Avant de commencer la saison 4 qui commence très prochainement, le 12 mai pour être précis, je vous propose un résumé de la saison 3 passée pour vous mettre bien. C'est parti. La lune supérieure numéro 6, Gyutaro et Deji ont été tués par le pilier du son Tengen Uzui, ainsi que les pourfendeurs Kenjiro, Inosuke, Zenitsu et Nezuko. Kagaya, le chef des pourfendeurs, apprend la nouvelle. Cela fait maintenant 100 ans qu'une lune supérieure n'avait pas été vaincue. Il le sent, cette génération est la bonne pour vaincre Muzan. En parlant de lui, il organise une réunion de crise depuis la mort de la lune numéro 6. Il se demande encore quelle est leur utilité alors qu'aucun d'eux n'a encore réussi à mettre la main sur le Lycoris bleu, fleur indispensable pour qu'il puisse finaliser son traitement et devenir enfin un être immortel et parfait. Gyoko lui annonce qu'il détient une information qui pourrait bien l'intéresser, mais Muzan préfère le prévenir. Si son information n'est pas sûre, il le paiera très cher. Il lui demande alors d'aller confirmer ses dires en se rendant sur les lieux en compagnie de la lune supérieure numéro 4 en Tengu. Tanjiro se réveille enfin, il est resté dans le coma durant 2 mois. À son réveil, Zenitsu est déjà parti en mission et Inosuke est encore présent. Il s'est réveillé 1 semaine avant lui. Il est envoyé en mission également de son côté. Tanjiro demande aux petites de la pension des papillons si son sabre a été ramené en état, mais il s'avère qu'Aganezuka refuse de le lui renvoyer. Les petites lui conseillent de se rendre directement au village des forgerons pour tenter de lui parler. Il est emmené par l'une des membres des Kakushi qui lui demande de mettre un bandeau ainsi que des bouchons dans le nez. En réalité, ils sont plusieurs membres de Kakushi à se relayer afin que personne ne puisse connaître le réel chemin menant à ce village, car c'est un lieu plus qu'indispensable pour les pourfendeurs qui ont besoin d'eux pour continuer à se battre. Pour commencer, Tanjiro se rend chez le chef du village, Teshikawahara Teshin. Ils font les salutations et le chef lui conseille de profiter des sources chaudes pour se rétablir plus rapidement en attendant qu'Aganezuka pointe le bout de son nez. En s'y rendant, il tombe sur le pilier de l'amour Mitsuri Kanroji. Elle saute sur Tanjiro, heureuse de le revoir, mais elle se plaint qu'un garçon n'a pas voulu la saluer dans les sources chaudes lorsqu'elle lui a dit bonjour. Il s'agit de Genya Shinazugawa. Tous deux lui apportent des boulettes de riz, mais sur le chemin, Mitsuri est demandé à l'atelier pour finaliser son katana. Avant de partir, elle dit à Tanjiro qu'il existe une technique secrète pour s'améliorer rapidement, mais qu'il doit se débrouiller pour la trouver. Dès le lendemain, il se met en quête de trouver cette fameuse technique et part visiter les alentours. Dans la forêt, il tombe sur un enfant qui discute avec le pilier de la brume, Muichiro Tokito. Lorsqu'il voit Muichiro frapper l'enfant, Tanjiro ne peut s'empêcher d'intervenir. Il lui demande de ne pas traiter les forgerons comme inutiles au combat, mais Muichiro n'a pas le temps de bavarder avec lui, il l'assomme d'un seul coup. À son réveil, l'enfant est toujours présent, mais son automate n'est plus là. Il se nomme Kotetsu, il raconte à Tanjiro que Muichiro lui a réclamé la clé qui permet d'activer l'automate pour s'entraîner avec. Cet automate est capable d'exécuter jusqu'à 108 mouvements différents. Possédant plusieurs sabres, il est parfait pour s'entraîner à devenir plus rapide et plus fort. Il a été créé par l'un des ancêtres de l'enfant, à l'ère de Sengoku, il y a 300 ans environ. Il possède 6 bras pour représenter la rapidité d'exécution d'un homme qui s'appelait Yoriichi. Soudainement, ils aperçoivent Muichiro qui s'en va en les croisant. Il remercie Kotetsu pour l'automate, c'était un bon entraînement. Kotetsu se précipite alors à l'automate et constate qu'il lui a arraché un bras. Mais il fonctionne toujours malgré tout. Il demande à Tanjiro de bien vouloir s'entraîner avec pour devenir assez fort pour surpasser Muichiro qui lui est irritable au plus haut point. Pour commencer, il remplace les sabres de l'automate par des massues en bois, histoire de commencer tranquille. Peu à peu, Tanjiro parvient à s'habituer à la vitesse de ses coups et à les éviter. Les massues de bois deviennent des sabres pour intensifier l'entraînement. Au bout de plusieurs jours d'entraînement, Tanjiro parvient enfin à toucher l'automate, ses progrès se manifestent de jour en jour. Il parvient à lui briser le cou, laissant apparaître un vieux sabre de 300 ans à l'intérieur. Aganezuka pointe le bout de son nez et demande qu'on lui confie le sabre afin qu'il le rende comme neuf. Pour cela, il lui faut 3 jours de polissage. En échange, il donne un sabre qu'il a préparé pour Tanjiro. Durant la nuit, Muichiro vient réveiller Tanjiro pour lui demander s'il connaît un forgeron qui s'appelle Kanamori, chargé de lui fabriquer un sabre. Tanjiro le connaît bien et souhaite l'accompagner jusqu'à lui. Tout à coup, un intrus fait irruption dans la pièce sans un bruit. Il s'agit de la lune supérieure numéro 4, en Tengu. Muichiro lui coupe la tête, mais une autre repousse à la place, ainsi qu'un autre corps. Il s'est divisé en 2 entités distinctes. L'une d'entre elles utilise le vent pour propulser très loin Muichiro, ce dernier se nomme Karaku, et le deuxième utilise l'électricité et se nomme Sekido. Il paralyse Tanjiro qui aperçoit un homme sur le toit, il s'agit de Genya.
Il utilise une arme à feu qui éclate la tête des deux démons, mais comme précédemment, deux autres entités en sortent. Ils sont désormais 4. L'un d'eux, Urogi, possède des ailes et chope Tanjiro pour l'emmener dans les airs. Mais Tanjiro lui sectionne une patte puis tombe, encaissant une attaque sonore puissante qui le rend sourd quelques minutes. Genya lui se fait transpercer par la lance détenue par le 4e et dernier démon, Aizetsu. Il lui éclate la tête avec son arme, puis apparaît dans son dos, mais Sekido le paralyse avec sa foudre. Il se fait enchaîner par Aizetsu qui lui fout un violent coup de lance dans les côtes. Nezuko se bat contre l'homme qui utilise le vent Karaku. Elle se fait transpercer l'abdomen par son pied, mais elle contre-attaque en utilisant son feu pour le brûler, puis l'expulse au loin en utilisant son éventail. En se retournant, Sekido lui plante son bâton dans la gorge. Tenjiro revient alors vers elle en utilisant l'élan d'Urogi contre lui. Il libère Nezuko en tranchant la langue de Sekido pour le paralyser un court instant, mais Karaku, le démon du vent, arrive et les plaque au sol avec son éventail. Nezuko enflamme de son sang le sabre de Tenjiro, le rendant ainsi plus puissant. Il effectue alors une torche du feu qui vient trancher la tête de 3 des 4 démons, celle de Sekido, Karaku et Urogi. En se retournant pour chercher le dernier démon à tuer, il s'aperçoit que Genya lui a tranché le cou. Mais l'apparence de ce dernier semble très différente. Il ressemble presque à un démon. Pas le temps de réfléchir à ça, les 4 démons ont repris leur apparence. Tenjiro comprend qu'il existe alors un 5e démon, caché dans la forêt. Il demande à Genya de le trouver, pendant qu'il retient les 4 démons avec Nezuko. Grâce au conseil de Tenjiro, il finit par le trouver. Il est minuscule et hyper résistant, à tel point qu'il brise le sabre de Genya, et les balles de son arme à feu ne lui font absolument rien. Étant trop focalisé sur ce 5e démon, qui se trouve être la lune supérieure numéro 4 en Tengu, Sekido arrive par derrière pointant son bâton vers lui. Tenjiro arrive alors juste à temps pour trancher le bras de Sekido. Aizetsu, le démon avec la lance, arrive pour tuer Tenjiro par derrière, mais Genya encaisse l'attaque à sa place et lui demande d'aller trancher le cou de la lune supérieure. Au moment où il parvient à poser sa lame sur son cou, un autre adversaire apparaît dans son dos, il se nomme Roakuten. Il est issu de Sekido qui a absorbé les 3 autres démons. Il l'enferme en Tengu dans une prison de bois pour qu'il soit en sécurité. Quant à Muichiro, il se dépêche de les rejoindre, mais sur le trajet il tombe sur Kotetsu, l'enfant qui possède l'automate qui s'est fait attaquer. Il lui vient en aide et tous deux vont à la recherche de Kanamori, qu'ils finissent par retrouver planqué dans un arbre. Il l'emmène vite à son atelier pour lui donner son sabre, mais ils sont attendus par la lune supérieure numéro 5, Gyoko. C'est d'ailleurs lui qui a invoqué des poissons pour attaquer le village des forgerons. Heureusement il reste Mitsuri, le pilier de l'amour, pour protéger les villageois. En voulant protéger Kotetsu et Kanamori, Muichiro se prend des pics empoisonnés lancés par les poissons invoqués par Gyoko. Il leur demande de s'éloigner pour ne plus le gêner, il fonce alors sur Gyoko pour lui trancher le cou, mais il se fait emprisonner dans une bulle d'eau. Il tente par tous les moyens de s'en défaire en utilisant son premier mouvement, mais cela ne fonctionne pas. Gyoko, sûr de sa victoire, en profite pour voir ce qui se cache dans la cabane qu'il cherchait tant à protéger. À l'intérieur, il trouve Kanamori, qui fait tout son possible pour protéger Aganezuka, qui polie sans interruption le sabre de 300 ans pour Tenjiro. Le jeune Kotetsu tente de libérer Muichiro enfermé dans la prison aquatique, mais il ne peut rien faire. Il se fait même attaquer par l'un des poissons de Gyoko. Sachant qu'il n'a aucune chance, il se dirige vers la prison aquatique pour y insuffler de l'air en direction de Muichiro. Dès lors, il trouve l'air nécessaire pour utiliser son deuxième mouvement, ce qui lui permet de briser la prison. L'effet des aiguilles empoisonnées s'active subitement une fois sorti de la prison. Il se sent faible au point que les images de son passé lui reviennent en tête. Enfant, il a perdu son père et sa mère, laissant derrière eux 2 orphelins, lui et son frère jumeau, Yuichiro. Yuichiro a un tempérament agressif et ne supporte pas que son père ait pris le risque de sortir durant une tempête pour trouver des plantes afin de soulager la maladie de leur mère. Ce jour-là, leurs 2 parents sont morts. Il ne supporte pas son frère, si faible par rapport à lui, et ne s'adresse plus la parole depuis qu'ils se sont disputés. Une nuit étouffante, Muichiro se lève pour boire de l'eau. À ses côtés se dresse un démon qui l'attaque, mais Yuichiro saute pour protéger son frère et se fait arracher son bras gauche. Muichiro se fait envahir par la rage et la haine. À sa reprise de connaissance, il fait face au démon qui l'a cloué au sol, laissant le soleil l'emporter. À son retour à la cabane, son frère s'éteignit peu à peu en raison de tout le sang perdu durant ce laps de temps. De retour à la réalité, Muichiro utilise son 4e mouvement pour supprimer les poissons. Il se rend directement dans la cabane pour venir en aide aux forgerons, mais Gyoko invoque des tentacules de pieuvre pour parer à son attaque. Kanamori en profite pour remettre son nouveau sabre, il est bien plus puissant que précédemment. Il réussit à parer toutes les attaques de Gyoko, ce qui le force à dévoiler sa véritable forme. Il est fier de sa rapidité et de sa robustesse, mais cela n'impressionne pas du tout Muichiro. Il utilise son 7e mouvement, Voile de la brume,
Ils se font alors parfaitement dans la brume, rendant impossible pour Gyoko de le trouver. Muichiro s'avance vers lui et lui tranche alors le cou. La lune supérieure numéro 5 est vaincue et Muichiro s'effondre de fatigue. Retournons au combat de Tanjiro et ses amis face à la 4ème lune supérieure. Zoakuten utilise des têtes de dragon de bois qui possèdent les pouvoirs des 4 démons. Genya et Nezuko se font capturer et immobiliser, mais ce n'est guère mieux pour Tanjiro, qui se fait carrément gober par l'un des dragons. C'est le moment idéal pour l'entrée en scène de Mitsuri, le pilier de l'amour, qui vient libérer Tanjiro. Elle lui demande de se reposer et de la laisser s'occuper du reste. Elle part toutes les attaques qui lui sont dirigées jusqu'à arriver à lui. Elle entoure son cou de sa lame, mais prend de plein fouet son attaque sonore qui la paralyse sur place. Il lui fonce alors dessus pour lui exploser le crâne, mais Tanjiro, Genya et Nezuko se ruent sur elle pour la pousser. Elle leur demande de s'occuper de Tengu, qui est toujours enfermé dans une prison de bois, mais qui se déplace dans la forêt. Mitsuri augmente sa pression sanguine pour gagner en vitesse, ainsi elle parvient à protéger les pourfendeurs qui se font attaquer à distance. Grâce à ses capacités uniques, qui lui permettent de devenir un démon lorsqu'il boit leur sang, Genya arrache une partie du tronc de l'arbre pour ne laisser tomber qu'un petit morceau. Nezuko et Tanjiro parviennent à le découper, mais au final, il n'y a rien à l'intérieur. Tengu s'est déjà enfui, toujours sous son apparence minuscule. Tanjiro lui court après, ainsi que Nezuko et Genya. Il se souvient des conseils de Zenitsu pour augmenter sa vitesse, concentrer l'oxygène dans ses jambes et lâcher tout d'un coup. Ainsi, il arrive instantanément sur Tengu et commence à lui couper le cou, mais ce dernier reprend sa taille normale et commence à compresser le visage de Tanjiro dans ses mains. Genya arrive pour l'en libérer et arrache les 2 bras d'Tengu. Tanjiro tenant toujours son sabre qui est bloqué dans le cou de la lune supérieure, les deux finissent par tomber dans une plaine avec Nezuko. Tengu est le premier à se lever, il se dirige vers des humains afin de se régénérer. Tanjiro descend de l'arbre où il a atterri lors de sa chute. Il entend la voix de Muichiro qui lui envoie le sabre poli par Aganezuka. Il utilise de nouveau le souffle intégral pour arriver rapidement sur la lune et tranche son cou. Il n'a pas de temps à perdre, le soleil est sur le point de se lever. Il fonce en direction de Nezuko pour la protéger des rayons du soleil, mais le corps d'Tengu est toujours vivant. Il se dirige vers les humains. Tanjiro n'a pas coupé la bonne tête. Il ne parvient pas à se décider entre sauver les humains et tuer définitivement la 4ème lune supérieure, ou bien protéger sa sœur du soleil. Nezuko, voyant son indécision, le projette en l'air pour qu'il aille sauver les humains. Tanjiro s'exécute et perçoit la véritable lune cachée à l'intérieur du corps. Il découpe le corps pour le faire apparaître et tranche définitivement son cou. Ça y est, la lune supérieure Tengu est définitivement morte sous les mains de Tanjiro, mais le prix à payer est très élevé. Il a perdu sa sœur Nezuko, du moins c'est ce qu'il croit, mais un miracle a lieu sous ses yeux. Nezuko se dresse devant lui, les marques de brûlure envolées. Tengu n'étant plus, le corps de Zoakuten disparaît lui aussi. Muten, connecté aux agissements de ces lunes, apprend par le biais d'Tengu qu'un démon est parvenu à supporter les rayons du soleil sans le moindre dommage. Dès lors, il veut s'approprier son corps pour devenir enfin le démon parfait. Avant d'avoir cet objectif en vue, Muzan était un humain frappé d'une maladie incurable dont son médecin annonçait sa mort vers les 20 ans. Il travaille néanmoins sur un remède pour le guérir, mais voyant aucun résultat probant, Muzan, fou de rage, le tua d'un coup de sabre dans la tête. Peu de temps après ce geste, les premiers effets du remède se font sentir. Il comprit de suite que le remède mis au point par son médecin était bon. Malheureusement, il l'a tué sans connaître les ingrédients exacts qu'il fallait pour créer ce remède, en particulier concernant les licorices bleues. Alors il s'est mis en quête de rechercher cette plante en parcourant la terre entière, mais rien. Il n'a jamais rien trouvé. Alors après des décennies de recherche, voyant le corps de Nezuko résister aux rayons du soleil, il n'a jamais été aussi proche de son objectif final, posséder l'immortalité. La mission est terminée pour Tanjiro, il confie son sabre à Aganezuka pour qu'il termine son polissage, puis retourne au domaine des papillons pour se reposer et récupérer de ce rude combat, avant de débuter son grand entraînement avec les piliers.